Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui l'ambassadeur d'Espagne, José Antonio Zorrilla, qui a occupé des postes à travers le monde. En plus de sa carrière diplomatique, il est également un écrivain et conférencier prolifique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci Glenn, c'est un grand tour d'être avec vous et de partager cet espace. Je ne cesse d'observer les changements rapides dans la politique européenne. Comment nous sommes passés du grand optimisme des années 90 à la situation actuelle. En tant que personne impliquée depuis longtemps dans la politique européenne, comment évaluez-vous son évolution aujourd'hui après la guerre froide? Si l'on compare les ambitions ou les objectifs à la direction que nous avons réellement prise, qu'observez-vous? Eh bien, commençons par le commencement. C'est toujours personnel, Glenn, personnel. Ma première mission en tant que jeune diplomate a eu lieu à la conférence sur la sécurité et la coopération à Helsinki, tu sais. J'y étais en tant que junior. C'était un peu, tu vois, la guerre froide était déjà sur le déclin, le crépuscule de la guerre froide. Et la diplomatie soviétique a imaginé une nouvelle idée, celle de la sécurité pan-européenne. C'était ça, l'idée. C'était une sorte de conjonction astrale avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne avait lancé l'Ostpolitik en 1970, le célèbre Willy Brandt s'agenouillant au ghetto de Varsovie. Tu te souviens de la célèbre photographie? Alors, les deux grandes puissances, l'Allemagne et la Russie, se mirent d'accord sur le fait que tout cela devait prendre fin et elles créèrent une sorte de sécurité pan-européenne. L'idée était que, pour la première fois, on n'entendait plus parler de guerre froide, mais d'un concept de sécurité pan-européenne. Puis vint 1990 et la disparition de l'Union soviétique. Eh bien, nous avions connu les 15 premières années de félicité, de 1975 à 90. Après cela, l'Union soviétique s'est effondrée ou a implosé, comme on voudra. Et les États-Unis, vous savez, ont vu la lumière au bout du tunnel. Au lieu de dire « faisons avec cette partie de l'Ouest ce que nous avons fait avec l'Allemagne après la guerre », car après tout, la Russie fait aussi partie de l'Ouest, ils ont fait autre chose. Allons-y, et encore une fois, comme l'Allemagne l'a fait par le passé, déchaînons les chiens de la violence. Je ne dirais pas la guerre, mais enfin, la violence contre cette grande institution, ce vaste morceau de terre, et échappons à ce cauchemar, à ce grand monstre qui nous empêche d'être les maîtres du monde. Alors toute l'architecture de la détente, qui avait été notre patrimoine, notre héritage depuis 15 ans, a commencé à s'effondrer lentement. N'a cessé de tomber encore et encore. Et à la fin, l'élargissement de l'OTAN a eu lieu. Kennan, George le grand diplomate George F. Kennan, tel un prophète a dit « Ne faites pas cela, la Russie va faire quelque chose de grave. » Cela retardera l'avènement de la démocratie en Russie et déclenchera les pires excès de l'hypernationalisme à l'intérieur de ce grand pays. Et il avait raison. Personne n'y a prêté attention. Puis, vous savez, la poussée vers l'Est, le Grand Canal, une sorte de chevauchée des Walkyries, a recommencé. Et à un certain moment, la Russie a dit « Eh bien, ça suffit, vous jouez avec nos frontières. Haute-Port en Yougoslavie, la révolution des roses en Géorgie, la révolution des tulipes au Kirghizistan. Ça suffit. Vous savez, si vous savez ce qui est bon pour vous et pour tout le monde, arrêtez-vous à l'Ukraine. » Et ils ont ignoré cela. Et le résultat final a été une guerre stupide, selon nul autre que Donald Trump. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû exister. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Avec moi, elle n'aurait pas existé. C'est un aveu de culpabilité. Et c'est bien ce que nous sommes. Tu sais, la raison de tout cela, Glenn, est très simple.
Les Américains sont le pays hégémonique du monde. Ils représentent 25% du monde et 80% de toutes les transactions mondiales sont effectuées en dollars. Par conséquent, ils sont très puissants. Mais ils ne peuvent pas maintenir ce type d'hégémonie avec les moyens dont ils disposent aujourd'hui. Ils représentent environ 40% des dépenses militaires mondiales, dépensant 40% de tout le budget militaire de la planète. En plus, bien sûr, d'environ 850 bases à travers le monde, dont 40 en Allemagne. C'est absurde. Encore une fois, Donald Trump a déclaré que l'OTAN est absurde. Donc pour moi, il est évident qu'ils sont hégémoniques, mais ils ne peuvent pas continuer à l'être de cette manière. Et cela cause déjà beaucoup de problèmes pour nous, Européens. Nous devons nous plier à ce que les États-Unis nous ordonnent de faire. Et nous nous suicidons. Nos entreprises, celles qui dépendent fortement du gaz et du pétrole, ne peuvent pas survivre sans la Russie. C'est simple. Et maintenant, le remède s'avère pire que le mal, car ce qu'il provoque en Allemagne, c'est le passage de l'industrie de la paix à l'industrie de la guerre. Cela va semer le chaos dans le pays. Regardez les sondages. Regardez les résultats électoraux de l'Alternative für Deutschland. Et entre les pays d'Europe aussi. Imaginez, que pensez-vous que la France puisse croire ou penser si l'Allemagne dispose d'une armée 4 fois plus grande que celle de la France? Quel genre d'Europe cela va-t-il être? C'est absurde, c'est mauvais. Mais les États-Unis ne semblent pas se soucier du destin de leur, entre guillemets, ami allié, vous savez. Ils ont laissé de côté toutes ces considérations. Et c'est un moment crucial dans lequel j'aimerais mentionner Minsk. Vous et d'autres étiez à la conférence de Minsk. Ce fut un moment excellent et important dans l'histoire de l'Eurasie. De la sécurité pan-européenne fondée sur Helsinki, nous sommes passés à la sécurité eurasienne. C'est une autre histoire. Ainsi, la sécurité pan-européenne n'est plus possible, car Helsinki reposait sur la détente. C'est ce qui rendait la sécurité pan-européenne possible. Et c'est cela qui a rendu possible la création de l'institution, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Mais une fois la détente terminée, il nous a fallu autre chose, car il n'y a pas de sécurité. C'est absurde, c'est puéril de croire que cela peut garantir une forme de détente en Europe. C'est impossible. Impossible, parce que les États-Unis, pour commencer, n'en veulent pas. Nous avons donc créé un monde qui, à mon avis, n'est pas aussi satisfaisant que celui que nous avions auparavant. Mais vous savez, c'est une manière de faire quelque chose, une sorte d'articulation du continent. La partie occidentale est sous l'influence des États-Unis, dans une guerre civile flagrante avec la Russie, car croire que la Russie est une sorte de monstre étrange vivant là-bas dans les steppes est absurde. Living there in the steppes is absurd. They are as Europe as Norway, Ils sont aussi européens que la Norvège, ou que la France, ou l'Espagne. Ce n'est pas une question, ils ont décidé d'entrer dans une guerre civile. Nous sommes en guerre civile. Et ensuite, la Russie cesse de regarder vers l'Ouest et se tourne vers la Chine. Ils ont des institutions qui rendent cela possible. Ils commencent à institutionnaliser ce nouveau paradigme. Dans le cas de la Russie, c'est la CEI et l'OTSC. Dans le cas de la Chine, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est donc la nouvelle architecture, insatisfaisante à mon avis. Mais en tout cas, c'est la nouvelle architecture, le nouveau paradigme. Ce fut un moment très important à Minsk. Vous y étiez, je sais que vous y étiez, mes amis me l'ont dit, c'était à Minsk. C'est une très bonne initiative et il faudra faire avec, vous savez. Les Américains ne voulaient pas d'une sécurité pan-européenne. Les Américains sont à cet égard très très durs, avec moi ou contre moi. Ils n'ont jamais aimé l'Allemagne, vous savez. C'est une légende en diplomatie que Willy Brandt aurait raccroché au nez de Kissinger. Ils avaient, paraît-il, un débat houleux. Qu'est-ce que tu fais à aller là-bas, te lier d'amitié avec les Russes? T'agenouiller dans le ghetto de Varsovie? Qu'est-ce que tu fais?
Je ne sais pas. Je pense que c'est une légende. Mais en tout cas, tout le monde le dit. Ils n'ont jamais aimé ça. Ils n'ont jamais aimé l'idée que l'Allemagne ait un pied en Russie et un autre aux États-Unis, ce qui est inévitable. Inévitable. C'est Bismarck. Pas d'amitié entre la Russie et l'Allemagne. Pas de paix en Europe. C'est l'ABC de la politique 101, comme on dit. ABC of politics 101, as they say. Cette architecture de sécurité qui s'est développée, centrée sur l'OTAN, prévoyait que toute l'Europe finirait par devenir membre de l'OTAN, à l'exception de la Russie. Beaucoup la décrivaient encore comme ayant une certaine qualité interdémocratique, en partant du principe que, même si la Russie n'aurait pas de siège à la table, elle bénéficierait tout de même d'un bloc militaire organisant la sécurité européenne sans sa participation. Pensez-vous que cela ait été perçu de manière uniforme comme une véritable force positive? Car, encore une fois, dans les années 1990, les critiques étaient plus nombreuses. Il y avait plus de transparence concernant les risques liés à l'élargissement de l'OTAN. Mais à l'époque actuelle, du moins jusqu'en 2014, j'ai eu l'impression que les choses avaient un peu changé en Europe, que nous nous étions convaincus, ou du moins que nos dirigeants politiques s'étaient convaincus qu'il n'y avait plus rien à craindre, que la Russie devait accueillir l'OTAN à ses frontières, un peu comme la Chine devrait accueillir la marine américaine le long de son littoral, parce que cela apporterait de la stabilité, comme un hégémon bienveillant. Avez-vous vu vos collègues en Europe adhérer complètement à cette idée? C'est insensé. C'est insensé. Je veux dire, est-ce que les États-Unis toléreraient que l'Iran, la Corée du Nord, la Russie et la Chine aient une présence à la frontière mexicaine? Vous vous rendez compte que les îles Salomon, situées à 9700 km des côtes américaines, se sont vues absolument interdire par les États-Unis d'ouvrir une base chinoise? Sommes-nous ou non? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est absurde. Maintenant, je vais citer Rurikov, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Boris Eltsine. La conviction d'être la seule superpuissance mondiale a conduit l'Amérique à une série d'erreurs diplomatiques, les unes après les autres, au cours des 3 décennies suivantes. Je pense que c'est un très bon diagnostic de la situation. Mais comment quelqu'un peut-il accepter la présence de missiles nucléaires sur le Danube? C'est à seulement 100 km de la frontière. En termes de sécurité, c'est absurde. Ils essayent de nous convaincre, ils mettent absolument tout dans ce jeu de persuasion. Ils appellent cela l'espace cognitif. Ils veulent créer, par la propagande, une propagande brutale, une croyance en une fausseté évidente. Souvenez-vous de la maxime d'Orwell, le ministère de la vérité. La vérité, c'est la fausseté c'est la vérité. Vous savez, c'était un grand, très grand prophète. Nous vivons cela. L'OTAN a à Smyrne une unité consacrée à la contre-information, en réalité à la diffusion de mensonges. À la diffusion de mensonges. En tant que diplomate, vous avez également été en contact avec la Chine et la Russie. Comment évaluez-vous leur désenchantement croissant à l'égard du système d'après-guerre froide, dans la mesure où leurs préoccupations en matière de sécurité ne sont pas suffisamment prises en compte dans ce système unipolaire et hégémonique? Voyez-vous le même type de ressentiment venant de la Chine que celui que nous avons observé de la part de la Russie? Certainement. Certainement. Tu sais, Glenn, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, les États-Unis auraient dû agir tout à fait différemment. Ils auraient dû faire ce qu'ils avaient fait en 1945. En 1945, ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont créé les Nations Unies. Ils ont réintégré dans leur camp leur ancien ennemi, l'Allemagne, et ils nous ont défendus contre l'hostilité de l'Union soviétique.
Et ils ont ouvert de nombreuses bases à travers le monde, empêchant ainsi l'émergence d'un nouvel hégémon. Cela nous ramène à Speakman. Speakman disait que d'un point de vue géographique, ce serait une terrible erreur de ne pas avoir de bases partout dans le monde. Et il en avait dessiné les cartes. Si tu es stratège, tu les as sûrement vues. Maintenant, lorsque les États-Unis ont vu que l'Union soviétique s'était enfin effondrée, ils auraient dû dire « Oh, enfin !» La Russie revient dans le giron de l'Occident. L'un des nôtres, vous savez, ils ont toujours été de notre côté. Eh bien, Tchaïkovski, Tolstoï, encore une fois, vous voyez. Transformons tout cela en politique. Mais cela, bien sûr, visait à mettre fin à l'OTAN, et ils ne le voulaient pas. Ou, si vous préférez, pour revenir à George F. Kennan, ils n'ont pas pu le faire parce que Kennan l'avait dit, ne plus avoir d'ennemis comme l'Union soviétique serait un terrible choc pour l'industrie américaine. Ce qui, bien sûr, nous amène à un autre problème. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas vraiment de politique étrangère. Ils sont complètement capturés par le complexe industriel et militaire. Et en matière de stratégie, vous savez, cela va bien au-delà des intérêts de groupes particuliers. Regardez la Chine, elle n'est capturée par personne. Ils ont un objectif final, redevenir Zhongguo, le pays au centre, et ils sacrifient tout pour y parvenir. Ils ont un État profond qui se soucie, ils font ce qu'il faut. Pas les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, c'est l'argent. Il nous faut plus d'argent pour notre complexe militaro-industriel. Et c'est ce qui explique pourquoi la guerre est devenue le principal moteur de la politique étrangère américaine. Ils n'ont pas de véritable stratégie. Ils se contentent de suivre les besoins d'une petite partie de la société américaine, ce qui au final est une escroquerie, car cela prend l'argent de tous les Américains, de tous les contribuables, pour le mettre dans les poches de quelques-uns. Après tout, le complexe industriel et militaire est composé de très peu de gens, vous savez. Ainsi, l'argent circule, il s'écoule des masses vers une infime minorité. Et maintenant, puisqu'ils ne peuvent pas maintenir ce modèle, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire fonctionner, ils ont exigé notre aide. C'est la raison pour laquelle nous devons payer 5% de plus à l'OTAN. Ils en ont décidé ainsi du jour au lendemain. Pourquoi? Ne vous y trompez pas. L'OTAN couvre beaucoup de choses, mais au final, 5% signifie qu'au lieu de dépenser 2% pour des armes américaines, nous allons dépenser 5% pour acheter des armes aux États-Unis. Et cela parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire bouillir la marmite sans le soutien de quelqu'un. Et bien sûr, la guerre est essentielle dans ce modèle. Ils doivent avoir une guerre de temps en temps. Et ils continuent d'en lancer, vous savez, tout le temps. La guerre, la guerre, la guerre. Vous savez, c'est horrible. C'est le commerce des assassins de haut rang. Comme l'a dit Byron Shelley. Vous savez, c'est vrai. C'est écœurant, révoltant. Mais selon vous, quelle a été la mission de l'OTAN après la guerre froide? Car juste après sa fin, beaucoup s'inquiétaient du rôle que l'OTAN allait jouer. Nous savions que nous voulions et que nous avions besoin de l'OTAN, mais il n'y avait pas d'objectif clair pour elle. Et bien que vous fassiez référence à Kennan, il a en réalité écrit, je crois que c'était en 1987, que si l'Union soviétique devait sombrer dans la mer demain, il nous faudrait inventer un autre ennemi, car une grande partie de l'industrie et du système politique était construit autour de la lutte contre des monstres à l'étranger. Ce serait un choc trop grand pour le système américain s'il n'y avait plus d'ennemis. Alors, selon vous, quelle a été la mission de l'OTAN après la guerre froide? Aucune, absolument aucune. Les États-Unis d'Amérique auraient dû tout recommencer de fond en comble. Il existe très peu d'exemples dans l'histoire, car une fois que votre paradigme de pouvoir commence à vaciller, il est impossible de l'arrêter.
Mais enfin, un empire, du moins à ma modeste connaissance, y est parvenu, l'Empire romain. Au IIIe siècle, ils ont décidé de refondre complètement le système, et ils l'ont fait. Ils ont créé la Renaissance romaine. Mais voir les États-Unis faire cela aujourd'hui est impossible. But to see the United States doing this now is impossible. So they desperately, try to cling. Alors, ils essayent désespérément de s'accrocher à l'ancien système. Ils ne peuvent pas le changer, mais en même temps, ils voient bien qu'il est insoutenable. C'est là qu'ils ont demandé, ou plutôt exigé notre aide, que bien sûr, nous sommes trop heureux de fournir. Nous sommes ravis de nous suicider. C'est comme tendre la main au Titanic pendant qu'il coule. Quand le Titanic sombre, on ne peut pas l'arrêter. On descend simplement avec lui au fond de la mer. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Un grand intellectuel comme Arnold Toynbee a dit qu'une fois qu'un hégémon sent que son système vacille, il essaye de combler les lacunes par une surextension de ses moyens militaires. Et cela ne fait qu'accélérer la disparition du système, car dépenser de l'argent dans les affaires militaires n'est pas la solution au déclin. Oui, beaucoup considèrent le déclin de l'Empire et ce micromilitarisme. Une grande partie de cela consiste à répéter des schémas connus. Mais comment comprendre, disons, la subordination très nouvelle et évidente de l'Europe aux États-Unis? Car des dirigeants comme Macron avertissaient depuis des années que nous ne devrions pas nous laisser réduire au rang de vassaux de l'Amérique. Et la solution, disait-il, était que nous devions acquérir davantage d'autonomie stratégique, que nous devions établir d'autres partenariats à travers le monde. Eh bien, c'est très différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Il semble que toutes ces ambitions d'indépendance vis-à-vis des États-Unis aient été jetées par la fenêtre dans l'espoir de préserver la présence américaine en Europe. Voyez-vous, parmi les responsables politiques européens, cette question devenir au moins un sujet de division. Quelqu'un s'y oppose-t-il ou avons-nous désormais un consensus soudain en faveur de la subordination? Il existe un désir structurel de se soumettre aux exigences des États-Unis d'Amérique, qui sont bien sûr aujourd'hui un pays en déclin. Je n'aime pas vraiment les mots déclin ou insatisfaction. Ascension et déclin, c'est simplement quelque chose qui, d'un point de vue méthodologique, n'est pas une bonne idée à mon avis. Je préfère le mot paradigme. Le paradigme devient obsolète, et c'est très clair. Pourtant, ils veulent le maintenir en vie. Bon, notre classe politique n'est plus ce qu'elle était. Vous savez, je dirais que ce n'est pas une plaisanterie. Mais enfin, un diplomate russe se plaignait. Nous n'avons plus les bonnes personnes d'autrefois. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous ne pouvons plus parler aux Européens comme avant. Et alors le diplomate européen a répondu, « Allons, vous n'allez pas ressusciter Louis XIV ou Bismarck, tout de même. » J'ai dit non, 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 ajoute juste 1 heure, ça suffit. Il avait raison, tu sais. La qualité de notre classe politique en termes stratégiques est pathétique. Il n'y a pas le moindre espoir de voir un changement ou une correction. Je ne pense pas. Ce sont une bande d'ignorants. Nous ne savons rien. En plus, nous sommes entre les mains de la Pologne et des pays baltes. Va comprendre, tu sais. La Pologne a disparu 3 fois, et il n'est pas improbable que nous disparaissions tous une 4e fois. Tous avec la Pologne, avec elle, tu sais. La Pologne est un pays très dangereux. Churchill était très très dur. Dans ses mémoires, il était très sévère envers la Pologne. Il disait que, eh bien, il est difficile de faire confiance à un pays avec des pensées aussi héroïques, et même charmantes, disait-il, tu sais. En matière de gouvernance, cela a été un désastre complet et total. Et ce n'est pas, bien sûr, la citation exacte, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, et eh bien, la Pologne. Souvenez-vous, j'ai ici la citation exacte.
C'est un mystère et une tragédie de l'histoire européenne qu'un peuple capable de toutes les vertus héroïques, doué, vaillant, charmant en tant qu'individu, manifeste à maintes reprises un défaut aussi enraciné dans presque tous les aspects de sa vie gouvernementale. Et je pense que c'est toujours le cas, vous savez. Il n'y a pas beaucoup d'espoir de voir la situation s'améliorer. Nous en sommes là. Nous suivons cette idée étrange. Eh bien, vous savez, la Pologne n'est pas un pays stratégique, Glenn. La stratégie relève de l'intérêt, et la Pologne ainsi que les pays baltes relèvent de la haine. La haine est un sentiment. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt, tu sais. Rien du tout. Et nous sommes entraînés dans cette catastrophe et personne ne dit rien. Personne ne dit ce qu'il faudrait faire. Tu sais, ce qu'il faudrait faire. Va aux États-Unis et dis, les gars, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Mettons fin à cette folie. C'est de la démence. Qu'est-ce que vous faites? Mais personne ne le fait. Je dirais qu'aux États-Unis, en ce moment, avec Trump, du point de vue de la gouvernance, c'est bien difficile à aborder. Tu sais, le Canada a eu l'audace de proposer à la réflexion générale un petit discours de Ronald Reagan défendant le libre-échange. Et ensuite, ce duo politique, Donald Trump, leur a imposé un tarif supplémentaire de 10%. Tu penses que c'est une manière de diriger le monde? Un pays hégémonique peut-il faire cela? C'est une plaisanterie, tu sais. C'est une forme intéressante d'art de gouverner. Pourquoi cela serait-il une priorité? Je suis l'ambassadeur, pas vous. C'est assez préoccupant, mais je peux comprendre. Non pas que je sois d'accord, mais je peux comprendre pourquoi de nombreux dirigeants européens sont prêts à se soumettre complètement aux États-Unis. Ils les considèrent comme un élément stabilisateur en Europe. Ils craignent que non seulement la sécurité, la puissance économique et l'influence politique ne disparaissent, mais que sans les États-Unis en Europe, celle-ci ne se fragmente. En somme, tout repose sur cette idée. La présomption de stabilité des anciennes institutions, la conviction que si l'on peut simplement maintenir la présence américaine ici à tout prix, cela devrait être la priorité principale. Attendons que Trump parte. Nous reviendrons à la situation d'avant. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi et comment les États baltes, et on peut y inclure la Pologne aussi, ont obtenu une influence aussi disproportionnée en Europe, surtout les États baltes. Pourquoi avons-nous Kaja Kallas, qui représente la politique étrangère de l'UML? Je veux dire, la seule chose sur laquelle elle se concentre, c'est la Russie. Et chaque fois qu'elle parle de la Russie, c'est avec la rhétorique la plus délirante, allant jusqu'à dire qu'il faut démanteler la Russie en petits États, comme si c'était une bonne chose. Franchement, comment en est-on arrivé là? Comment avons-nous pu confier les clés de la voiture à l'Estonie? C'est assez déroutant. En effet, c'est bien cela, en effet. Maintenant, c'est fou. Nous avons Madame Kallas en Europe, dans l'Union européenne. Nous avons une sorte de ministre des Affaires étrangères qui n'est reçu ni à Washington, ni à Moscou. Voilà qui dirige actuellement la politique étrangère de l'UP-Boer. C'est fou, mais c'est la situation actuelle, vous savez. Et bien sûr, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est très sérieux. Vous avez soulevé une question très grave ici. Le démantèlement de la Russie. C'était le but du Reichsführer Heinrich Himmler. Ils ont créé une institution qui a ensuite continué aux États-Unis, l'Association des peuples asservis par l'Union soviétique. Et maintenant, encore une fois, nous avons la même institution financée par un oligarque ukrainien. Vous voyez, c'est presque éternel, cette sorte d'obsession à vouloir faire du mal à la Russie. C'est le principe. Vous voyez l'idée. Nazi ou pas nazi. Parce que si vous travaillez pour les États-Unis, vous êtes bon, moralement bon par définition. Regardez Al-Nosra en Syrie, regardez les talibans en Afghanistan. Si vous êtes en faveur des États-Unis, vous êtes bon, moralement parlant, ce qui est différent.
Et cela me permet, cette introduction, d'aborder un peu la question de la culpabilité. Sans l'Allemagne, il n'y a pas d'Europe. Et l'Allemagne commet une erreur très grave, car elle se considère encore coupable. Or, elle ne l'est pas. Une chose est la culpabilité morale, et une autre, complètement différente, est la culpabilité politique. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni veulent maintenir l'Allemagne dans la cage d'une culpabilité éternelle. C'est cela, l'idée, vous savez. La culpabilité était en son temps morale, mais la culpabilité morale relève du domaine de la conscience. Elle suppose un sujet libre, capable de remords, de confession et de renouveau. Son horizon est fini, car elle vise la réconciliation. Le péché ouvre une blessure, le repentir la referme. Mais la culpabilité politique est une toute autre histoire. Elle ne concerne pas l'âme, mais l'ordre du pouvoir. Elle est imposée, entretenue et instrumentalisée. La culpabilité politique cherche à lier. Elle ne se termine pas par le pardon, mais par la dépendance. L'État coupable, contrairement à l'individu coupable, n'est pas sommé de se repentir, mais d'obéir. Sa pénitence est une conformité perpétuelle. Son absolution n'est jamais accordée. Et lorsque la culpabilité cesse d'être morale, elle devient un instrument de gouvernance. Le passé n'est pas racheté, il est administré. Une nation qui confond repentir et soumission renonce à la possibilité d'agir librement, même lorsqu'elle agit de bonne foi. En somme, pour citer Foucault, la mémoire est pouvoir. Il en résulte que l'Allemagne, voulant être juste et équitable, devient complice des crimes de l'Occident, en Ukraine, en Syrie, ou pire encore dans l'État d'Israël. Et alors toute l'Europe partage ce naufrage des principes, car notre Allemagne est une puissante forteresse européenne. Et sans l'Allemagne, il n'y a pas d'Europe. Ma dernière question, cependant, est la suivante. Le vide stratégique apparent que nous connaissons actuellement en Europe. Il existe peut-être des stratégies et des plans, mais ils ne sont plus vraiment communiqués au public. Si l'on remonte aux années 90, il y avait au moins une certaine vision, une idée clairement définie. L'Union européenne devait disposer de ce pouvoir collectif de négociation et de marchandage, ce qui lui donnerait une plus grande influence, une plus grande égalité avec les grandes puissances, principalement les États-Unis, comme c'était le cas dans une certaine mesure il y a 20 ans. Et bien sûr, avec toute cette puissance économique, la périphérie autour de l'Europe devait graviter vers l'UE, même si elle ne devenait pas nécessairement membre. Ils devraient encore adapter leur législation et se tourner vers Bruxelles pour obtenir un leadership. Tout cela existait déjà avec la Russie. Ils visaient un équilibre entre dissuasion et réassurance, en disant « oui, si vous tentez quelque chose, nous viendrons vous chercher, mais nous ne sommes pas là pour vous attaquer ». C'est un peu contradictoire. Mais malgré tout, il y avait une certaine réflexion stratégique sur la direction que nous voulions prendre et la manière d'y parvenir. Il semble cependant qu'aujourd'hui, tout cela est complètement disparu. On n'entend plus, enfin, on les entend dire qu'il ne faut pas laisser Poutine gagner, qu'il faut renforcer nos économies pour les rendre plus solides. Nous devons recruter plus de membres pour devenir une force avec laquelle il faut compter. Mais tout cela est ça tient presque du gribouillage sur une serviette, tu vois? Juste de petits slogans qu'on peut dire à voix haute. Mais à aucun moment, il n'est clair comment ces choses peuvent être réalisées, ni ce que cela implique réellement. Par exemple, l'objectif de vaincre la Russie. J'aimerais voir ce que ça signifie exactement et comment ça peut être accompli. Mais que penses-tu de ce vide stratégique? Est-ce simplement une ambiguïté stratégique parce qu'il n'y a rien d'autre sur quoi s'accorder? Ou comment vois-tu cela? C'était vraiment une question, vraiment. Mais il faudrait que je sois dans le cerveau de Donald Trump.
Parce qu'à l'intérieur des États-Unis, eh bien, c'est un autre monde, les États-Unis d'Amérique. Vous savez comment décident-ils de faire les choses là-bas? Et franchement, personne ne le sait. Je veux dire, j'aimerais le savoir, mais je ne le sais pas. Très récemment, Donald Trump a voulu interférer avec la Fed, la banque centrale, vous savez, et il voulait que le taux d'intérêt baisse. Quelqu'un de proche de lui a dit, « Monsieur le Président, s'il vous plaît, laissez les experts s'en occuper. » Et puis Vance est intervenu et a dit, « Donald Trump, le président, n'a besoin des conseils de personne. Il a le mandat du peuple, et donc tout ce qu'il dit est juste. » C'est, en ce moment même, comme vous l'avez dit, l'art de gouverner des États-Unis à cet instant précis. Je n'en ai aucune idée, car il est clair qu'ils vont perdre l'Ukraine. C'est une évidence. Maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Personne ne le sait. Je veux dire, chacun peut en juger ou en penser ce qu'il veut. Nous n'en savons tout simplement rien. C'était une terrible erreur. Nous allons en apprendre davantage à ce sujet. Vous avez écrit un livre remarquable sur l'Ukraine, pour lequel beaucoup de gens comme moi vous sont très reconnaissants. Mais vous savez, la stratégie derrière tout cela consistait à prendre une partie de l'Ukraine, celle qui se considérait comme l'héritière des nazis de la Seconde Guerre mondiale, les bandéristes, et à partir de là, créer une nouvelle Ukraine, en ignorant complètement le fait que l'est du pays était pro-russe ou russe. Ignoring completely the fact that the east of the country was pro-Russian or Russia. And that failed. That's it. That was a terrible mistake. Et cela a échoué. Voilà. C'était une terrible erreur. Et une figure vénérable, vous savez, Kissinger a déclaré dans le Washington Post, le 5 mars, que si une Ukraine combat l'autre Ukraine, comme cela a toujours été le cas, il y aura une guerre civile et une division territoriale. Nous y voilà. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Après cela, que faisons-nous? Que voulons-nous faire avec la Russie? Enfin, je veux dire, pas moi, les États-Unis. Que veulent-ils faire avec la Russie? C'est une sorte de mystère, vous savez. C'est flou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est absurde. Quelqu'un devra rétablir les relations, vous savez. On ne peut pas continuer comme ça. Avec la Russie, pour commencer, l'Occident est brisé. Tu n'as pas une petite fille. Tu n'as pas de petite fille. Tous les parents qui ont une petite fille ou une petite fille le savent trop bien. Elle embête toujours tout le monde. Maman, achète-moi un tutu, je veux faire de la danse classique, tu vois? Dans toutes les familles. Alors la Russie, tu sais, fait partie de nos vies. La Russie fait partie de l'Occident. Va à Paris. Il y a un magnifique pont qui commémore l'alliance entre la Russie et la France, l'une des causes de la Première Guerre mondiale, l'alliance entre la France et la Russie. Comment quelqu'un de sensé peut-il envisager d'annuler la Russie ou de la morceler en petits morceaux? Eh bien, vous savez, Himmler le voulait. Himmler. Et Stetsko, Jaroslav Stetsko. Un autre, mais Stetsko était un très proche ami des Américains. Il a passé 40 ans aux États-Unis après avoir commis l'horrible crime du pogrom de Lviv. C'est un pogrom très intéressant historiquement parce que Simon Wiesenthal s'en est échappé de justesse. C'est le pogrom qui a presque coûté la vie à Simon Wiesenthal. C'est lui qui l'a fait. Il a créé la Seconde République ukrainienne et l'a lancée pour commémorer cela. Je ne veux pas offenser les victimes, vous savez, mais il a déclenché les horribles crimes de Lviv, le pogrom de Lviv et de Babi Yar. Vous savez, c'est inouï. Ces types sont maintenant nos proches alliés. Ça me brise le cœur. Je veux dire, quand je suis allé à Odessa, j'ai inscrit à mon programme les cimetières juifs profanés. Et ils étaient là, tous profanés, abandonnés. C'est inacceptable que les États-Unis aient sacrifié 500 000 enfants pour se débarrasser, pour libérer le monde de ce fléau nazi. Et la Russie, 20 millions de personnes, vous savez. Et nous y voilà, nous les avons de nouveau. Zelensky, il y a 3 jours, à peine 3, 4 jours, sur son compte officiel X, entouré de symboles nazis.
Sonnenrad, Wolfsangel, drapeau rouge et noir. Je veux dire, c'est inacceptable. C'est une insulte à la mémoire de tant de victimes. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, it's well, Non, je pense que cela contribue à la fragmentation possible que nous observons actuellement en Europe. Je veux dire, si elle n'est pas capable d'apporter des avantages économiques, et que nous insistons sur le fait que l'UOMR est guidée par des valeurs, alors il faut se demander où se trouvent ces valeurs. Ils s'y réfèrent de plus en plus, mais plus ils en parlent, moins j'en vois. Donc c'est assez préoccupant, la direction que tout cela prend. Et comme vous l'avez dit, la Russie est le plus grand pays d'Europe. La géographie ne va pas changer. Alors je ne comprends tout simplement pas où voulons-nous aller. Quel est le scénario idéal et comment imaginons-nous y parvenir? Il n'y a rien, plus aucune discussion, plus aucune idée. Et c'est pour cela que l'on assiste toujours à ces réactions impulsives. Nous devons leur tenir tête, nous devons les combattre, nous devons leur mettre la pression. Mais encore une fois, dans quel but? La situation est tout simplement incroyablement absurde en ce moment. Et on se rend vraiment compte à quel point nous nous sommes égarés quand on va à l'étranger et qu'on parle à différents diplomates étrangers qui sont incapables de comprendre ce que nous faisons. Absolutely, 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 absolutely. Absolument, absolument, absolument. Vous avez mentionné les valeurs. Très bien. En reprenant votre livre, la mission historique de notre nation, en ce moment critique, est de diriger les races blanches du monde dans une croisade finale pour leur survie, une croisade contre l'intervention dirigée par les Sémites. Ce sont nos alliés à Kiev. Et je vous dois cette citation, n'est-ce pas? Pour moi, ça ressemble à une émission de l'Allemagne nazie, vous voyez? D'abord Liszt, le prélude, vous savez. Cela commençait toujours par cette musique terrible, le prélude de Liszt, terrible. Et ensuite, nos troupes victorieuses ont reconquis Kursk pour la civilisation occidentale. Les interventions sont enfin vaincues, pour ainsi dire. Et tous ceux qui écoutaient cela dans la France occupée, la Belgique occupée, dans l'Arctique, vous savez, on a l'impression d'être revenu à cette époque. Ils défendent une croisade contre l'intervention. Mais nos alliés parlent ainsi. C'est incroyable, vous savez. Oui, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai compris jusqu'où nous étions allés. Quand les Ukrainiens ont envahi Kursk, et que cela a été accueilli avec une joie pure dans tout l'Occident politique. À la télévision, on voyait des officiers militaires allemands, même des généraux, dire à quel point c'était une chose merveilleuse. Et maintenant, c'est là que cela va vraiment frapper Poutine de plein fouet, parce que c'est là qu'ils ont combattu les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez, maintenant ils sont de retour, des chars allemands. Franchement, c'est complètement fou. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait aller plus loin jusqu'en juin de cette année, quand la dissuasion nucléaire de la Russie a été attaquée. Et la seule réaction acceptable de la part des Européens a été « Oh, c'était une frappe formidable ». Et tout le monde sait très bien qu'au moins les services de renseignement britanniques y ont contribué. C'est vraiment fou. Mais oui, il semble que ce soit la nouvelle réalité. Quoi qu'il en soit, Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps. C'est à la fois intéressant et préoccupant de voir non seulement comment l'Europe a changé, mais aussi comment elle est passée d'une situation avec une direction et une stratégie à un vide stratégique. Merci beaucoup. Merci Glenn. Merci. Continuez votre excellent travail et offrez-nous encore plus de livres. Votre livre a été vraiment bien accueilli. Il a vraiment ouvert les esprits. Toutes ces citations que je ne connaissais pas auparavant, je les apprécie beaucoup. Merci infiniment, Glenn. Merci pour votre travail remarquable. J'espère que vous pourrez être mon invité. J'ai une chaîne sur YouTube et j'aimerais beaucoup vous y recevoir un de ces jours.
Hope you can be my host one of these days. Ce fut un grand plaisir. Merci encore. Again.